Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox ce soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi entre 19h et 21h. Des dispositions sécuritaires ont été prises pour que sur toute l'étendue du territoire, tous nos concitoyens exhortent dont tous les Camerounais inscrits sur la liste électorale à aller voter. Fin de citation. Dans le nord-ouest et le sud-ouest. Pour la situation sécuritaire dans ces deux régions, Paul Biya promet à tous ceux qui s'obstinent à voir avec mesure, mais sans faiblesse. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information. Akamanga, Akumanga. You're welcome, sir. Oui. Nous allons devoir renforcer le bilinguisme dans notre pays. C'est un plaisir pour moi d'être invité sur ce plateau. Voilà, j'espère vous êtes là. Bonsoir aux millions de téléspectateurs de la chaîne Equinox Télévision. Merci de m'avoir invité. Raphaël Ngoudou, bonsoir. Bonsoir Serge Anotou, bonsoir aux panélistes. Permettez-moi de dire... Ok. Signor Barrister, you're welcome. Thank you, Serge. Return to peace. Oh. Voilà. Docteur Davariste Ngoudou, je commence par vous. J'ai oublié de vous présenter tout à l'heure. Vous êtes économiste, surtout géostratège. Beaucoup ont pensé que le président a usé d'un ton martial lors de son adresse à la nation. Le 31 décembre. À mon avis, ce qui n'est pas faux. Et vous savez, le président de la République, le président Paul Biya, avec l'expérience qu'il a dans la gestion des affaires depuis presque 60 ans, les messages passent. Les messages passent et quand vous avez le contact avec des hommes qui sont en train d'exercer, nous parlons du volet sécurité bien sûr, dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, vous vous rendez compte que les messages sont bien passés dans son discours. Quand le président de la République utilise les expressions mesure, c'est-à-dire les éléments sur le terrain doivent continuer à exercer leur pouvoir avec mesure. Leur devoir avec mesure. Mais sans faiblesse. Sans faiblesse. Ça veut dire ce que ça veut dire. Et ça veut dire quoi? Premièrement, ceux qui nous regardent. Très bien. Premièrement, quotidiennement, vu le travail qu'on exerce, je suis en contact avec des éléments de terrain, les fantassins, les officiers supérieurs et même les éléments au commandement. Et quand vous entretenez avec eux depuis le début de cette crise, quand vous échangez avec les éléments qui exercent, qui partent sur le terrain des opérations, le théâtre des opérations dans ces zones, ils vous disent toujours que les institutions du haut commandement leur obligent à ne pas passer à l'offensive. Et c'est vrai, parce qu'en fait, beaucoup de personnes au Cameroun se disent que l'armée a été dépassée ou l'armée est en difficulté. Oui. Notons que dans les théories d'instruction que le haut commandement donne, c'est de ne pas passer à l'offensive. L'armée est sur la défensive. En termes simples, oui. Ça veut dire quoi en termes simples? Oui, ça veut dire que quand vous êtes sur le terrain des opérations, vous attendez que les insurgés vous attaquent. C'est en ce moment qu'ils réagissent. Oui. C'est pourquoi dans la plupart des cas, on va vous dire, ils sont tombés dans des guet-apens, ou alors du moins ils ont été attaqués à des postes. C'est extrêmement difficile qu'on envoie des éléments de Yaoundé ou de n'importe où au Cameroun d'aller directement écraser les éléments. Pourquoi? Parce qu'en fait on se rend compte et on se dit toujours que ce sont nos frères et c'est pourquoi il faut aller avec mesure. Si vraiment il fallait déployer l'armada civile de l'armée camerounaise, je suis convaincu qu'en quelques semaines on ne parlera pas de cela et c'est pourquoi le président de la République dit mesure mais surtout sans faiblesse. Signor Barrister, on vient de suivre, mais sur le terrain, on voit des soldats qui tombent tous les jours. Comme a dit Dr Davariste Ngoudou, ils ne sont pas là pour attaquer, mais ils réagissent lorsqu'ils sont attaqués. Je comprends que le docteur, certainement, n'a jamais mis pied là-bas. Parce que lorsque l'armée vous montre des vidéos, l'armée a démantelé un camp de Amba Boys ici. Non, il dit que c'est lorsque l'armée a attaqué. Non, mais comment? Est-ce que l'armée va aller démanteler un camp parce qu'on les a attaqués? Oui. Non. Oui. Non. C'est ça la légitime défense. Pas l'armée dans les camps de Amba Boys. Non, ça c'est pas. C'est faux. C'est pas le défense. Ok, ça va. C'est faux. L'armée essaie de localiser les campements et quand c'est fait, l'armée attaque. Faut pas dire que l'armée attaque quand il y a des actions avant. Vous ne restez pas tranquille, vous ne faites rien, l'armée vous attaque. C'est que ce n'est pas une armée. Pourquoi? C'est pas une armée. L'armée est là. Comment vous pouvez combattre un ennemi que vous ne connaissez pas? Non, comment? C'est vous qui estimez.
Parlons clairement. Les éléments commettent des actions concrètes sur le terrain qui mettent en difficulté le bien-être social. Et en ce moment-là, l'armée a la responsabilité de sécuriser. Je prends les éléments simples, Barista Achou. Je prends les faits que j'ai vécus directement. Moi, je suis opérateur économique. J'ai parmi mes employés, il y a de cela environ 3 mois, qui m'appelle, patron JKSIA, en pleurant, on a kidnappé mon papa à Bamenda, dans un village. Qu'est-ce qu'il demande? Il demande de l'argent, 1 500 000. J'ai dit opérateur économique en très grande difficulté. Il me regarde maintenant la Béris. Il est en difficulté, il demande l'argent, patron, mais je n'ai pas l'argent. Et en ce moment-là, la vie de son papa est en danger. Qu'est-ce qu'on a fait? On a essayé toute sa famille, on a fait tout ce qu'on a pu. On a envoyé 1 500 000 à ces garçons qui ont relâché son père. Est-ce que vous pensez que l'impact psychologique, l'impact économique, l'impact social de ces actions, de ces garçons-là, cela participe à pacifier le climat social? Quand ce type de choses se passe 1 ou 2 fois, je prends un dernier élément, ça c'était le mois dernier, et ça c'est une amie ici à Bodamoussadi. On kidnappe sa petite sœur de 16 ans. Il demande 800 000 francs, il n'avait pas assez d'argent. On a cotisé ce qu'on a pu, et ils font cela avec des menaces au téléphone. On a coupé l'un de ses doigts, une fille de 16 ans. Pourquoi? Parce qu'elle forçait pour aller à l'école. Vous pensez que quand ce type d'actes sont faits, et que la population est au courant, vous pensez qu'un responsable sécuritaire ne doit pas réagir? Là, c'est de la réaction. Ça veut dire que les gens ne sont pas restés tranquilles chez eux, ils n'ont rien fait. Je ne dis pas que tout le monde sait ça. C'est parce qu'en fait, c'est même une des raisons pour lesquelles le mouvement s'est beaucoup plus mué pour une bonne partie en banditisme. Si vous kidnappez les enfants des gens, si on kidnappe votre parent, on demande de l'argent. Est-ce que vous pensez que quand vous êtes responsable de sécurité sérieux, en tant que responsable de la gendarmerie, vous n'allez rien faire, mais vous ne pouvez pas affirmer quand c'est à l'action sans risque de vous tromper qu'en fait, les gens étaient tranquilles chez eux dans la forêt, ils n'ont rien fait et l'armée allait attaquer. Moi, je ne dis pas qu'il n'y a pas peut-être des erreurs, mais je dis que dans ce cas-là, c'est une réaction par rapport à une action. Ok, il est en train de mélanger deux choses. L'action de l'armée et le kidnapping. L'action de l'armée n'est pas là pour enrayer le kidnapping. L'armée est là pour faire en sorte qu'il n'y ait plus d'Amba Boys. Faut qu'on se comprenne. Qui kidnappe? Le kidnapping, ce n'est pas l'affaire de l'armée. Si vous voulez, le kidnapping, ça c'est un crime ou un délit. L'armée n'est pas une force d'enquête. Reprenez la question. C'est ça la force d'enquête. L'armée est là pour chercher à localiser les Amba Boys qui n'ont pas d'uniforme, qui combattent sans uniforme et qui ne kidnappent pas. Armes, vous ne pouvez pas les identifier. Alors quand l'armée localise leur camp, vous voulez qu'on reste là pour attendre qu'ils viennent les attaquer? Non, il ne faut pas changer. Personne ne va reprocher à l'armée qui, après avoir localisé un camp, de rester tranquille. On va le reprocher d'avoir pris le pas pour aller. Je suis d'accord. Démanteler pourquoi on dit qu'ils n'attaquent pas. Non, ils n'attaquent pas. Ils attaquent. Ok. Voilà. Vous avez terminé, Oui, sur ce sujet. Ok. Jasper, lorsque le président dit nos forces de défense et de sécurité feront une fois de plus leur devoir avec mesure, mais sans faiblesse. Pourquoi on pensait que le chef de l'État dit que la guerre doit se poursuivre, alors que depuis un certain temps, on parle de dialogue? Bon, je pense bien que... You can go in English, hein? Ok, thank you. There's no problem. Je pense bien que à cela ne tient, si nous regardons à la sortie du dialogue national, il y a un mot que nous disons, le vivre ensemble. But then in reality, if we look well, there's no living together as one as far as the Anglophone crisis is concerned. We listened to the speech of the president. He asked these guys to drop down their arms, of which the armies are like still holding theirs. And I guess these guys have arms with them simply because there is somebody that comes for them. And for me, I believe 2 wrongs can never be right. The president have been so hard with this issue. Donc vous dites que s'ils ont encore les armes, c'est parce que en face, l'armée a toujours les armes. Oui, je l'explique encore très bien. Normalement, si jamais il n'y avait personne en face avec les armes, je ne pense pas que ce gars devait avoir les armes. Mais si donc en face d'eux, il n'y a personne avec les armes, ils arrêtent leurs armes et à la longue, ils ne voient pas de quelle utilisation ils vont déposer. Bon, pour donc dire, je pense bien qu'à cela ne tient. Si déjà le chef d'État veut vraiment la paix, je pense bien que nous avons aussi dit, ces gens sont chez eux et c'est l'armée qui vient
donc brutaliser tel que je peux bien le dire. Parce que beaucoup de nous ne sont pas au terrain pour savoir vraiment ce qui se passe entre cette gars et l'armée. Et déjà, je pense bien que l'armée, déjà, on doit définir la fonction d'armée dans un pays. Ce n'est pas de lutter contre sa population. Nous avons vu le rôle des armes et le rôle d'armée à ce qui concerne le Bakassi, quand il fallait lutter pour un truc qui nous appartient. On a vu pour question de Boko Haram. Mais tiens, aujourd'hui, si donc alors dans la région, il y a un souci, donc une petite crise. Moi, j'appelle une petite crise parce que si les chefs d'État avaient décidé de mettre fin à cela, ça ne devait pas aller jusqu'à 4 ans que nous sommes en train de vécu pour l'instant. Bon, parce qu'il a donc laissé s'affaiblir. Le chef d'État dit que diverses mesures ont été prises pour amener à la raison ces jeunes. Je pense très bien. Il est toujours en train d'égrener le chapelet de mesures qui ont été prises depuis 2016. Un père de famille. Et depuis début 2017. Un père de famille, à chaque moment qu'on vient lui donner le rapport par rapport à ses enfants, il est grand temps au père de famille de descendre sur le terrain, appeler ses enfants et dire qu'est-ce qui ne va pas. Je pense très bien que cela allait jouer un rôle vraiment très très important. Le président Biya doit descendre là, au sud-ouest et au nord-ouest. Mais tant qu'il est là et que ce sont les ministres qui viennent lui donner les informations de tort à travers, il faudra qu'on dise la vérité que pendant qu'il y a cette crise, il y a des ministres qui ne veulent pas que ça finisse. Parce que c'est de là où ils gagnent leur argent. À chaque moment, ils courent pour prendre le fonds public pour dire il y a déjà la guerre, ils ont déjà commencé, allons mettre fin à cela. Pour ces raisons, vous pensez donc que quand ce genre de ministre revient auprès des chefs d'État, est-ce qu'il va donner une information contre ce qui se passe? Mais par contre, si le chef d'État descend sur le terrain, ce sont ses enfants, c'est son pays, il est libre d'aller n'importe où. Je pense qu'il descend sur le terrain, le père est là et les enfants, si on les appelle, venez, votre père veut parler, je suis très sûr qu'ils vont venir et ils vont écouter. Mais si ce n'est que le gouverneur, ministre, bon, pour ne pas appeler ce le premier ministre a fait un tour. Oui. Le premier était là, il est parti. Quand il est arrivé, on lui dit... On a quand même vu un engouement lorsque le Premier ministre John Kouté est descendu au nord-ouest et au sud-ouest. Merci. Et avant lui, il y avait Philemon. Oui. Quand il est descendu, le message qu'on lui a donné, c'est que va dire au père que c'est lui. C'est lui qu'on veut voir. Mais donc, quand il est rentré, passer cette information, est-ce que le père est descendu? Non, il a envoyé à Tanganji. Et s'il vous plaît, je vous dis ici que cette nomination à Tanganji, on pensait que c'était pour les anglophones. C'est pour lui et sa famille. Je l'explique pourquoi. Parce que lui-même, la population n'a pas accepté. Tout parce que au départ, c'est lui qui avait dit qu'il n'y a pas un problème anglophone. Par contre, il y avait un problème. Si jamais il avait donné les informations qu'on avait besoin, que vraiment il y a un problème anglophone, on devait chercher donc à savoir où vient ce problème. I think I'm talking about the root cause. Parce que pour éteindre un feu, on ne l'éteint pas à la base. Mais si on éteint sous les flammes, c'est-à-dire la base est toujours là, ça va toujours lever le feu dans le jour à venir. Je pense très bien que pour ce problème d'anglophone, la crise anglophone qui est vraiment en train de toucher le pays, parce que ici à Douala, il y a le chômage, il y en a beaucoup qui se sont venus parce qu'ils ne savent pas qui lutte contre qui. Si jamais je peux poser une question en réalité, nous ne sommes pas là pour poser la question, mais pour le répondre. Si vous regardez, c'est qui est en train de lutter contre qui? Le gouvernement lutte contre qui? Sa population. Les armes ne sont pas faites pour lutter contre sa population. Ça, c'est un petit problème. Pourquoi je le dis? Vous voyez déjà qu'un petit problème, il y a déjà le nom de statut spécial. Comment fait-il que deux frères sont en train de discuter, un frère se lève pour dire à l'autre que je te donne un statut spécial? Sous le bien de qui? De notre papa? Toi qui me donne le statut spécial? Et à la fin, voilà le Nord, le Grand Nord qui est en train de demander aussi déjà le statut spécial parce qu'il y a l'attaque de Boko Haram. Je pense donc que si vraiment le président de la nation veut éteindre ce problème et fait qu'il y a de paix dans notre pays, tel que ça a été avant, il faut qu'il descende sur le terrain et vraiment il va trouver les choses qu'on lui a donné, les informations qui ne vont pas. Raphaël Ndougou a écouté l'interlocuteur précédent, j'espère. L'option militaire n'est pas la chose qui pourrait arranger la situation, mais la présence effective du chef de l'État. Ça, on le martèle sur le plateau depuis
Vos camarades disent que non, il y a les membres du gouvernement, le président ne peut pas être partout à la fois, mais ça fait quand même des années que ça dure. Est-ce qu'il n'est pas temps pour le président Biya d'aller au sud-ouest et au nord-ouest? Je veux bien, d'ailleurs c'est normal pour un père de famille. Maintenant la préoccupation est celle de savoir est-ce que les enfants étant dans la forêt, le président va aller discuter avec chacun. Mais c'est une forêt camerounaise, non? Attendez. La forêt étrangère. Si on se réunit autour d'une table, on dit on attend le président sur cette table, il sait qu'il va nous retrouver sur la table l'équinoxe. Et en ce moment-là, les gens vont poser leurs problèmes. Mais si les gens sont partout en forêt, je ne sais pas à quel moment est-ce que le président pourra donc les rencontrer. Maintenant, s'il y a un interlocuteur, s'il y a quelqu'un qui se porte garant, qui dit, Monsieur le Président, je peux réunir ces gens, je les ai écoutés, je pense qu'il est question de faire sortir de la forêt, c'est ça? Oui, je suis capable de faire sortir ces gens de la forêt et que vous discutez avec eux. Premièrement, on a organisé, le président a convoqué un dialogue. On a pensé que certains pouvaient sortir, même si ceux qui sont sortis, d'autres pensent que c'était des personnes qu'on a montées, et ainsi de suite. Mais aujourd'hui, ma préoccupation, celle qui me pèse dans mon cœur, moi, je me pose la question, qui est capable de siffler la fin de la récréation et dire que ces gens-là qui sont des Camerounais, voici leurs problèmes, ils vont m'écouter. Rassurez-nous simplement qu'ils ne seront pas arrêtés. Et ce qui a été dit au grand dialogue, on a dit qu'ils ne seront pas inquiétés s'ils venaient à sortir de la forêt. Maintenant, j'entends dire que l'armée ne doit pas combattre. Jusqu'ici, il faut féliciter notre armée. Parce que l'armée n'est pas allée à l'offensive. C'est la vérité. Parce que je vous dis, quand vous avez observé ce qui est arrivé à nos hommes de défense sur le terrain, les atrocités qu'on a vues, si ces gens-là pouvaient même pas écouter, peut-être la haute hiérarchie, ils pouvaient faire des choses. J'ai dit que si jamais, ces gens-là qui... Vous savez, vous avez vos camarades au front. Vous voyez comment il a été décapité. Il est possible que vous changez d'avis. Peut-être quand la haute hiérarchie va donner les instructions, que vous aurez à poser un acte négatif. Mais jusqu'ici, tout a commencé même ici à Bamenda. Il y a des militaires qu'on a tués là-bas. Et je voudrais vous dire quelque chose. Peut-être nous parlons ici, nous ne sommes pas physiquement sur le terrain, mais toujours est-il que nous avons des frères, des cousins qui sont sur le terrain et qui peuvent rapporter ce qui se passe là-bas. Donc il n'est pas question pour l'armée de déposer les armes. Vraiment, je suis désolé parce que l'armée est là pour l'intégrité territoriale, pour la protection des biens des personnes. Et vous ne pouvez pas protéger les biens des personnes en déposant les armes pour dire nous sommes menus, cher Ambabo, déposez à vous de tous vos armes. C'est plutôt le contraire. Si les Ambabos sortent de la forêt, s'ils ont un interlocuteur qui peut faire ce travail-là, alors ils sortent de la forêt, le président peut descendre là-bas à tout moment. Mais si le président doit descendre et qu'on n'est même pas sûr qu'il va pouvoir rencontrer ces gens, comment est-ce que le président doit descendre? Tout à l'heure, on parlait du bilinguisme. Le président a cité ça dans son discours. Il a dit qu'un projet de loi a été adopté justement pour que désormais, qu'on puisse apprendre à nos enfants le français et l'anglais dans nos écoles. Que ce ne soit plus où j'ai ma fille qui est au collège et qui est spécialement dans la section anglophone. Parce qu'il faut le dire ici que moi, j'ai mis mes enfants dans la section anglophone. Et que la première va faire le baccalauréat l'année-ci de l'anglophone. Mais maintenant, la préoccupation est que ce ne sera plus comme ça. Ça serait comme dans mon village à Acier, qu'on puisse enseigner l'anglais là-bas. Et qu'à Balé-Koumba, qu'on puisse enseigner également le français. C'est de ça qu'il s'agit. Il y a quand même des avancées. Et il faut le relever. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Et maintenant, il est question que, je veux par exemple, les hommes d'église, le cardinal Christian Toumi, peut-être n'avait pas été bien compris au départ, mais maintenant, vous l'avez vu au Grand Dialogue National. Vous avez vu qu'il a été le président d'une commission. Ça veut donc dire que, même s'il avait été mal compris au départ, il ne se fait pas tant là tirer qu'il vienne nous dire s'il y a la possibilité de faire ça. Et tout de même comme les chefs traditionnels, le premier ministre du gouvernement est un chef traditionnel. C'est pour ça que vous avez parlé de l'engouement qu'il y a eu autour de sa descente. Il n'est donc pas possible que lui qui est ressortissant de ces régions, d'une de ces régions, vienne dire le mensonge au président de la République. Je ne suis pas sûr. Même si les gens pensent que cette affaire-là nourrit, parce que ce n'est pas une guerre. Ça ressemble à une guerre, ce n'est pas une guerre. Si c'est la guerre, c'est comme le docteur a dit tout à l'heure. Si c'est une guerre, que l'armée décide de combattre Barista, ça ne prendra pas beaucoup de temps. Ce n'est pas mon souhait, c'est la vérité. Parce que de toutes les façons, si l'armée sort pour dire, maintenant, comme le président avait dit en 2014, je déclare la guerre contre Boko Haram, c'est beaucoup plus différent ce qui se passe dans ce moment-ci. C'est beaucoup plus différent. Et c'est ça que j'ai dit que quand les Camerounais entre eux, quand vous parlez de kidnapping,
Il y a plein de Camerounais qui ont été kidnappés. Il y a plein de Camerounais qui ont perdu leur habitat. On a brûlé. Finalement, la question est de savoir, c'est même quoi la revendication réelle. Puisque ceux qui ont pris, certains ex-combattants, même si d'aucuns pensent qu'ils n'étaient pas les combattants, ils ont posé des problèmes réels sur peut-être le recrutement dans les grandes écoles. C'est des problèmes que nous parlons tous les jours. Et que nous soyons de quel bord politique, c'est visible. Et qu'il faille résoudre ce problème où quand il y a un concours, qu'on puisse recruter, ou alors qu'on puisse prendre dans les grandes écoles les anglophones, au même titre qu'on parle des francophones. Mais maintenant, quand j'ai parlé des avancées, est-ce que de notre côté alors, ces avancées-là sont prises en compte? Au finish, nous sommes en train d'aller vers où? Parce que de toutes les façons, les premières revendications des avocats, des enseignants ont été prises en compte. Maintenant, c'est devenu une affaire, outre que ces revendications-là, ça devient donc des revendications au niveau des deux régions. Quelque chose est en train d'être fait, mais je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on n'a pas un interlocuteur valable. Tout ce beau monde qui critique les actions menées par le chef de l'État et son gouvernement, il faut donc que ce soit un homme politique, que ce soit un homme d'église ou bien un Camerounais simple, qui fasse des propositions. Vous avez un plateau sérieux, quelqu'un peut venir ici et dire je veux être invité à l'émission de 16 autour pour dire au Camerounais et pour dire au chef d'État, donner la solution idoine pour la sortie de crise. Parce que de toutes les façons, je vous ai parlé de paix tout à l'heure, nous avons tous des amis de ce côté-là, nous avons tous des frères de ce côté-là. Personne ne peut être content de cette affaire-ci. Donc quand il y a des avancées, il faut les apprécier et dire que c'est telle chose qui reste à faire, il faut prendre telle mesure, au lieu de tout critiquer pendant que les Camerounais continuent à mourir, pendant que les Ambaboy prennent les parents de certains hommes en tenue à Douala et Yaoundé, en les appelant que si vous n'envoyez pas l'argent, vos parents seront tués. C'est pour ça qu'il y a tout ce déplacement massif que nous voyons. Ok, voilà. Docteur Delvaris, je vais prendre le chef de l'État. Deux postures. Il y a celle du 31 décembre 2018, voilà, et celle du 31 décembre 2019. En 2018, il parlait de neutraliser ceux qui ne vont pas déposer les armes. Maintenant, il revient, il dit que ceux qui s'obstinent à demeurer dans la mauvaise voie, on va les combattre. Neutraliser, combattre. C'est deux termes. Oui, généralement... Pourquoi cette évolution dans le langage? Premièrement, il faut comprendre que dans le jargon militaire, neutraliser, c'est pas tuer, forcément. Neutraliser, c'est pas tuer? C'est pas forcément tuer. Neutraliser, vous dites c'est pas forcément tuer. Oui, je vous dis, dans le jargon militaire. Oui. Neutraliser, c'est mettre en hors d'état de nuit. Oui. Il y a deux systèmes. Hors d'état de nuit. Oui, c'est même pourquoi, par la suite, premièrement, je précise, je ne suis pas du RDPC, parce que je ne suis pas partisan. C'est même pourquoi... Quand tu dis RDPC, c'est un crime. Les gens pensent que peut-être que non, c'est pas un crime. Exact. Maintenant, je dis, c'est même pourquoi le président de la République et ses collaborateurs avaient mis en place le DDR. Oui. Le DDR, c'est une cellule de neutralisation. Ça veut dire, on incite, et justement c'est ce qu'il dit, on incite ou alors on encourage les éléments armés à laisser les armes. On les rassure que vous n'allez pas être attaqués. Et il y a beaucoup qui ont laissé les armes, qui sont venus dans des camps, qui ont pour beaucoup suivi certaines formations. En ce moment-là, ils sont neutralisés, mais ils ne sont pas tués. Ça veut dire qu'en fait, ils peuvent encore être réinsérés dans la société. Ça, c'est d'un. Maintenant, quand le chef de l'État, le 31 décembre dernier, parle de combattre, il fait un bilan. Il dit, nous avons pris telle mesure, nous avons pris telle mesure, nous avons pris telle mesure pour inciter nos enfants... Comment avec mesure, mais sans faiblesse. Très bien. Nos enfants du camp d'en face à déposer les armes. Et si des gens prennent les armes contre l'État, il faut bien le comprendre. Parce que notre ami disait qu'il faut que l'armée dépose d'abord les armes. Je dis, dans aucun pays... Pas du tout. Non. Dans lui, j'espère dire que si eux ne déposent pas les armes, c'est parce qu'en face, il y a l'armée qui a toujours les armes. C'est ça que je dis que, en d'autres termes, à moins que je me trompe, peut-être que je me trompe, peut-être dans son analyse, c'est que si l'armée déposait peut-être les armes, peut-être le camp n'a pas déposé les armes. Est-ce que dans un pays sérieux, vous avez déjà vu l'armée déposer? C'était un demi-pays. Même en Suisse, quand on dit qu'il n'avait pas d'armée, l'armée ne dépose jamais les armes. Mais maintenant, il y a des systèmes qu'on peut appliquer, continuer à assurer la sécurité sans qu'il puisse avoir une présence militaire. Parce qu'il faut comprendre, chez les gens qui ont fréquenté dans la culture anglo-saxonne, généralement l'armée devrait être dans les casernes. Et c'est chez nous où on laisse les militaires balarder tout le temps, ce qui n'est pas encourageable. Mais il y a des systèmes, on peut les enlever, on peut mettre dans les casernes, mais que la sécurité continue d'être implémentée.
Cependant, je voulais embrayer sur les déplacements, sur la présence ou non du chef de l'État. Je vais dire, et pour le déplorer, que dans un État sérieux, on ne peut pas tolérer qu'il y ait des questions climatiques à Paris. Le chef de l'État ici rend, il est le premier. Qu'il y ait une question de sida à Paris. Le chef de l'État, il est le premier ici. Mais que nous ayons une guerre pratiquement contre le terrorisme, contre Boko Haram pendant des années, le chef de l'État ne songe pas à y déposer son orteil. Que dans un pays sérieux, nous puissions avoir une catastrophe comme celle que nous avons eue à Izeka. Non, le chef d'État s'est rendu à Maroua quand même. Non, il n'est pas allé. Je parle du front. Regardez dans les pays sérieux. Je prends un autre exemple. On ne peut pas tolérer dans un État sérieux que nous puissions avoir une catastrophe ferroviaire comme celle d'Izeka, où nous savons tous, des gens parlent de 71 morts, mais nous tous nous savons qu'il y a eu des centaines et des centaines de morts. Le chef de l'État est à côté, à quelques minutes d'hélicoptère. Il peut s'y rendre, ils ne s'y rendent pas. Nous ne pouvons pas, dans un État sérieux, accepter qu'il puisse avoir une catastrophe comme ce que nous avons vu en Gouache et Bafoussam. Le chef d'État, à quelques minutes en hélicoptère, il ne s'y rend pas. Pour dire que, dans un État sérieux, on ne peut pas avoir deux régions de notre pays qui ont des difficultés sérieuses en matière de sécurité. Pendant des années et des années, il y a des milliers de morts et le chef d'État ne s'y rend pas. À mon avis, si le chef d'État ne s'y rend pas, il faudrait qu'il se pose la question, est-ce qu'il a encore autorité dans ces zones? Puisque quel que soit ce qui se passe, puisque j'en ai parlé avec 2-3 personnes, ils disent que non, vous savez, dans Varis, là-bas, il n'y a pas vraiment la sécurité. On peut assurer, on peut imposer la sécurité du chef de l'État. Mais maintenant, la question primordiale, à mon avis, c'est celle que notre ami disait tout à l'heure, c'est celle de l'interlocuteur. Est-ce qu'on peut rassurer les gars qui sont en bout, dire, les gars, nous sommes des frères, nous sommes des amis. On a tout à perdre à se diviser. Qui d'entre vous est-ce que vous pouvez vous associer et venir discuter avec votre papa qui est là? Mais moi, j'estime que c'est pas parce que il y a des éléments en bout, c'est pas parce qu'il y a une situation d'insécurité sérieuse que le chef d'État peut, dans ces différents théâtres de crise, quand on connaît notre pays, qu'il reste chez lui à Yaoundé, comme si tout était serein. J'ai dit, dans un État sérieux, cela ne se fait pas. Et cela devrait nous interpeller. Tant nous, la population, que le gouvernement et le président de la République. Signor Barita, vous ne semblez pas d'accord tout à l'heure avec le développement du docteur Goudjou sur neutraliser et combattre? Oui, je ne peux pas être d'accord avec ce genre d'analyse parce que pour vous neutraliser, c'est quoi? Il a dit que le DDR était un organisme qui neutralise. Qui ne participe pas à neutraliser. Oui. Ça veut dire que c'est un organisme qui neutralise. Le DDR, pour vous neutraliser, c'est le DDR ne va jamais en brousse. Le DDR est un organisme de reformation, resocialisation. Exact. Ce n'est pas un organisme de neutralisation. Ça participe à neutraliser. Dans la finalité. D'abord, ceux qui y viennent sont des gens qui ont volontairement déposé des armes. Exact. Personne ne les a neutralisés volontairement. Alors, quand on les accueille au DDR, c'est pour la resocialisation. Il faut qu'on comprenne, n'est-ce pas, à quoi servent ces choses. Bon, maintenant, il a dit beaucoup de choses. Quelqu'un, vous avez dit que l'armée n'attaque pas. Voilà le chef d'État qui dit que je vais les combattre. Vous allez combattre sans attaquer? Avec mesure. N'allez pas le mot. Ne choisissez pas ce qui vous plaît. Ça fait 3 ans que ça dure. Ce cirque-là dure depuis 3 ans. Changez de langage. Il dit qu'il va combattre, l'armée va combattre ceux qui s'obstinent à demeurer dans la mauvaise voie. J'ai dit que ce cirque dure depuis 3 ans. Tous les jours, on nous dit, parce qu'on veut maintenir l'option militaire, on nous dit, non, on les a neutralisés, il ne reste que quelques bribes de bandits. Mais aucun gouverneur ne peut sortir à 50 km sans être dans un char. Sans être attaqué. Sans être dans un char. Et dans le char, on l'attaque. Et il réagit. Je vais donc répondre à mon frère qui a demandé au président de descendre à Bamenda ou à Boya. Je vous dis clairement, je ne peux pas demander au chef d'État maintenant là. Pourquoi? Mon frère. Pourquoi? Allez demander à Délé Afrique ce qui lui est arrivé. Non, ça c'est les... Ah non, mais on tire sur le gouverneur, on tire sur le général même du corps des armées. Alors, vous voulez mettre la vie du chef d'État en danger? Non, jamais. Ces gars ont maintenant des armes. Non. Je ne peux pas dire le président ne va pas en brousse. Le président ne va pas sur le terrain. Non. Le président, s'il vous plaît,
Si c'est Bamenda, s'il vous plaît. il va à la place de l'indépendance, c'est la même chose. Parce que j'entends des choses. Bongo Square à Boya. On me dit ici maintenant que ce n'est pas une guerre. Je vous rappelle que le chef d'État a déclaré la guerre. Il a déclaré la guerre. C'était quand? Donc vous étiez aux Zaïre. Il a déclaré la guerre. Et quand vous dites que ce n'est pas la guerre, les forces de sécurité sont en catégorie. Lorsque vous utilisez les forces de 3e catégorie, le BITAP, le bataillon de Konsamba, la Sol est. Mais quel est le corps d'armée qui n'a pas encore participé dans cette guerre? Vous parlez de quoi? Là, vous dites que l'armée ne dépose jamais des armes, monsieur. Dans un pays sérieux comme le disait le docteur ici, là, l'armée fait quoi dans les villes? L'armée est là pour défendre le pays contre l'agression extérieure. Agression extérieure. La police, la gendarmerie, c'est ça, les forces de l'ordre. Nous avons dans ce pays une loi sur le maintien de l'ordre. Alors, aujourd'hui là, vous me donnez l'impression de ne rien comprendre de ce qui arrive. Vous me donnez l'impression, depuis qu'on bagarre là, vous ne savez pas de quoi il s'agit. Pour vous, c'est juste, je vous rappelle, qui a eu le All Anglophone Conference? One and two. 1994. Tout, à Bamenda, il faut regarder les résolutions. Ils ont donné un délai au gouvernement parce que les anglophones, à cette All Anglophone Conference, ne faisaient plus confiance aux francophones de gérer les affaires. Ils ont dit au président, ou vous retournez au fédéralisme, ou bien nous allons restaurer l'état de Southern Cameroun. C'est clairement dit. Donc ceux qui parlent d'agenda caché, je ne sais pas s'ils ne sont pas sérieux. Puisque dans ces résolutions de All Anglophone Conference, il était clairement dit que si le gouvernement ne faisait pas ce qu'on demandait, ils allaient restaurer l'état de Southern Cameroun. Et c'est l'option de guerre qu'ils ont préconisée? C'est le président qui a déclaré la guerre. C'est lui qui a déclaré la guerre. Pas pour le moment. Donc, non, c'est lui qui a déclaré la guerre. Personne n'a déclaré la guerre. Personne d'autre n'a déclaré la guerre ici, c'est lui. Donc maintenant là, on ne peut pas dire qu'on ne connaît pas de quoi il s'agit. Je vous ai suivi quand vous avez parlé d'interlocuteurs. Oui. Et je voudrais vous rappeler au grand dialogue qui est passé, sur haute instruction du chef de l'État, monsieur le Premier ministre a invité les membres du interim government. Officiellement, ce qui veut dire qu'on sait avec qui dialoguer. Donc ne parlez plus de ces choses-là. Ils sont pas venus. Est-ce qu'ils peuvent être capables de siffler la fin de la ils délégation? ont envoyé. Ils peuvent appeler ceux qui sont en forêt? Ils ont envoyé. Mais qui maintient ces gens qui sont en forêt? De quoi? Qui les donne les armes? Qui les donne les armes? Mais c'est un secret de polichinelle. C'est un secret de polichinelle que c'est la diaspora qui arme les gars qui sont en brousse. Voilà. C'est un secret de polichinelle. Tout le monde sait. Donc ce n'est pas un secret. C'est eux. Et c'est pour cela que le gouvernement les a invités. Vous dites qu'ils ne sont pas venus. Ils sont venus. Ils ont envoyé un représentant, M. Cohen, qui a dit qu'il préfère la médiation suisse. Donc, notons bien qu'ils ont envoyé un mandataire qui est venu dire que je préfère la médiation suisse. Donc, ils sont venus. Donc, vous connaissez avec qui dialoguer. Vous savez qu'il est question de la restauration d'un État que le président a dit lui-même à Paris qu'ils ont tout fait pour. Tu connais. Le Cameroun est indivisible, non? Le président a dit lui-même, nous avons tout fait pour assimiler. On n'a pas réussi. Indivisible, c'est ce que je voudrais vous rappeler, que l'État unitaire est bien mort. Même les francophones n'en veulent plus. Peut-être que vous vivez dans notre monde. Personne n'en veut plus. Donc maintenant là... Personne ne veut plus de quoi? Personne ne veut plus de l'État unitaire. C'est mort. Donc vous maintenez ça contre vents et marées, ça n'ira pas, ça ne fera pas longue route. Parce que c'est mort. Maintenant, personne ne vous fait plus confiance de prendre toutes les richesses du pays à Yaoundé. Vous en faites une montagne de fric et vous disposez de ça comme vous voulez. Ceux qui volent prennent, ceux qui pillent prennent, la famille et tout ça. Non, 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 monsieur. Chacun doit avoir la possibilité de gérer ses propres affaires. Et c'est ça qui fera du Cameroun un pays qui va aller vers l'émergence. Ce n'est pas de maintenir un système que personne qui ne satisfait plus le besoin de la population. Ok, Jasper, sur la question. Bon, neutraliser. Sur le vocabulaire du chef de l'État. Il est passé de neutraliser à combattre. Neutraliser.
Je pense qu'on ne peut que combattre quand on a déjà neutralisé. Vous voyez donc, si l'année prochaine trouve encore cette affaire, ça serait bombardé. Ah, bombardé. Plus qu'au départ, il fallait neutraliser. Bon, maintenant, selon le chef d'État, ça veut donc dire qu'on a déjà neutralisé et maintenant il faut combattre. Je ne sais pas si on voit l'évolution des choses. Bon, qui veut dire, à quelque part, j'ai bien dit, le chef d'État n'a aucune intention de mettre fin à ce problème, cette crise anglophone. C'est juste, je peux dire, ce sont les théâtres qu'on est en train de faire autour de nous en disant qu'on est en train de chercher les solutions. Je reviens au frère qui a posé la question pour dire qui est prêt de, n'est-ce pas, mettre fin à ce problème, venir ici, dire que bon, lui, il pense, il va. Nous avons vu Cardinal Toumi, chance que pendant qu'il parlait, à un certain niveau, il a reconnu que même si au départ, on n'a pas compris, Cardinal Toumi, et aujourd'hui, il a été invité et il était dans une commission. Qui veut dire, quand il y a une crise, chaque personne qui vient dire un mot pour trouver une solution, on considère au moins. Mais cette Cardinal Toumi avec les hommes d'église, c'est-à-dire les imams et ainsi de suite, ils se sont réunis et pensaient que si eux, ils partent auprès de ce gars, ils peuvent le comprendre parce qu'ils ne sont dans aucun camp. Parce que de un, si RDPC, qui est devenu un parti national aujourd'hui, que tous les hommes d'affaires, il faut s'adhérer pour être protégés ici dessus. Si un membre de RDPC part là-bas pour parler, le gars ne peut pas comprendre. Si c'est MRC, il ne peut pas comprendre. Mais je pense qu'un homme de Dieu, s'il vient, il y aura au moins cette crainte. Mais on ne les avait pas acceptés. Maintenant, aujourd'hui, au grand dialogue, il est venu dans une commission. Et quand tu es dans une commission, tu dois travailler dans le cadre de pourquoi tu es allé et dire juste ce que tu allais dire. Tu ne peux pas aller hors de cadre et hors de ton agenda. Mais maintenant, quand on parle donc de crise anglophone et que bon, au dialogue national, on avait posé ça sous la table, qui était là pour représenter le Southern Cameroun, la représentation. Si donc à quelques niveaux nous avons toujours demandé, bon, si Ayok Tabe a dit il est le président de Southern Cameroun, il devait être là en tant que le président pour parler au nom de sa population. Mais si donc lui il n'était pas sous place, qui donc on parlait au nom des anglophones. Et tout à l'heure nous avons dit le chef d'État est en train de trouver le voie et moyen pour mettre fin à ce problème. Le même jour que lui il donnait son discours, il y a 800 militaires qui se sont descendus au terrain. Maître a dit ici, le rôle c'est-à-dire de l'armée dans notre pays, c'est pour être aux frontières pour qu'on ne nous attaque pas. Si donc les armées sont en train de lutter contre leurs frères, si maintenant les ennemis entrent maintenant, ils veulent entrer aux frontières, ils vont facilement entrer. Vois maintenant ce qui se passe. Ils sont déjà au nord-ouest. Et demain, quand on dit Boko Haram, peut-être Boko Haram va entrer que tous sont au nord-ouest. Pour bagarrer contre qui? Et pour quelle cause? Donc je pense bien que ce problème, si en réalité nous regardons sous cette phrase, c'est que le gouvernement ne veut pas mettre fin à ce problème. Et je reviens en disant ceci, il a parlé de kidnapping. Qui a formé les gens dans ce pays? Comment kidnapper? Je vous le dis, à mon point de vue, c'est le gouvernement en place. Tout le monde serait étonné. Quand donc le gouvernement prend les gens, par exemple... Le gouvernement forme... Excusez, je suis en train... Quand donc le gouvernement prend les gens, les enfermer, avec aucune raison, je prends bien un exemple de cet gars qui a été arrêté au nord-ouest. On les a enfermés à plus de plus d'1 an. Chacun d'eux, et après le libérer, sans dire pourquoi ces gens ont été pris, pourquoi, et c'est fini comme ça. C'est le kidnapping, hein? C'est une sorte de kidnapping. Tu prends et tu gardes et tu libères au moment que tu veux. C'est le kidnapping. Appelle le chien par son nom. Et maintenant, on a kidnappé le membre de MRC, le garder pendant 9 mois, après le libérer. Et on nous dit bien pourquoi on les a pris, et selon tout le pays, tout va bien.
Donc maintenant, quand ce gars aussi, il prend cet acte, il voit, ok, ils nous ont formé comment kidnapper, il commence à kidnapper, on se plaint. C'est les gars qui kidnappent les... Non, on parlait de Ambaboy ici, s'il vous plaît, il ne faut pas mélanger de pédales, parce que je sais, quand RDP se trouve avec MLC, c'est des problèmes sur un plateau. Oui. Je suis en train de dire, nous avons été kidnappés avec aucune raison et libérés avec aucune raison. Donc, vous avez été formé. Si donc alors, je reviens avec un autre cas. Voilà encore comment le gouvernement a organisé un ghost stand, c'est-à-dire un ghost stand chaque lundi dans les zones de nord-ouest et sud-ouest. Ils ont bien organisé et ils sont en train de suivre ça pour voir vraiment que ça marche. Je vous explique. Quand on parlait de gouvernement dans une région, un gouverneur est au-dessus de tout. On est tout à fait d'accord, ou il y a quelqu'un qui va dire le contraire. Je pense personne. Et maintenant, un individu se lève, il dit que chaque lundi, on ferme. Et le gouverneur lui-même respecte ses jours. Tu viens dans son bureau se fermer. À la fin, si on vient vraiment en sachant que c'est lui le leader qui a le mot final, qui donc a organisé cette grève, tant donné que lui-même respecte. En réalité, c'est lui-même qui a organisé. Et il est en train de suivre vraiment que chaque lundi, ça soit respecté. Tous les bureaux sont fermés. Va avec un dossier administratif pour signer lundi, si on va signer. Personne n'est au bureau. Pourquoi ils ne sont pas au bureau si vraiment ce jour n'est pas officiel? Mais si donc ils respectent, ça veut donc dire ce jour est officiel. Ça veut donc dire à quelque part, j'ai bien dit, il y a des gens qui font ça pour mieux régner selon eux. Mais je pense qu'à un certain niveau, on aura besoin de Seigneur pour mettre fin à cela dans notre pays. Parce que si on regarde bien, comme je l'ai dit, ces gars, ils sont là. J'ai dit un mot que le frère n'a pas bien compris. Si tu portes l'arme, moi, pour question de défense, je veux prendre la tienne. Mais pourquoi donc avant le 3 ans? Parce que le frère a parlé de 3 ans. Nous sommes en 2020. C'est déjà 4 ans. Ce n'est plus 3 ans. Si donc alors, depuis 4 ans, aujourd'hui, pendant que le gars il y a un temps dans un village que bon, le chef de village est venu pour ne pas appeler le nom de ce village. Oh, le gars a déposé les armes, non, ça va aller. Quand les gars ont déposé les armes le même jour, c'est-à-dire les militaires sont entrés là, ils ont tué ce gars en désordre. Et demain alors, qui va encore demander à ce gars de déposer les armes quand maintenant ils ont respecté le chef de village? Accuser l'armée comme ça. Jusqu'à le chef de village avait fui. Non, c'est un village que le chef a donné. L'armée entre et se met à battre la population? Non, ce gars qu'on dit le séparatisme, et tant donné que on n'a pas mis, ils n'ont pas un tennis qui dit que c'est X ou c'est Y. Ça veut donc dire on tue tout ce qu'on voit devant nous. Et ce gars, quand ils entrent, il y a l'armée camerounaise est bien formée. Ouais. Mais c'est un moment, il faut accepter. Nous avons bien formé, mais pas formé pour tuer nos frères. Donc quand ils entrent au terrain, il y a le viol ici dessus, il y a des choses qui se passent. Bon, quand le frère dit que nous, on ne parvient pas à entrer chez nous, c'est faux. Il y a des gens qu'on vient ici au plateau, on dit de n'importe quoi, mais ils n'ont pas encore descendu là pendant 4 ans. Mais il faut donc aller là-bas. Nous-mêmes, quand on arrive là, le gars cherche à nous prendre, on ne sait pas pour quelle raison. Vous voyez donc comment le pays est venu. Vous ne connaissez pas. Pour finir, je pense donc que ces gars ont dit ils sont là pour protéger la population. L'armée est là pour protéger la population. À la fin, qui est là pour protéger donc cette population pour laquelle ils sont tous ici à Douala aujourd'hui? Chez moi, je n'ai pas moins de 6 à la maison. À Yaoundé, alors, c'est feu. Bon, maintenant, si vraiment ces gens sont protégés, pourquoi laisser leur région pour aller donc étouffer les autres régions? Donc, je pense donc qu'il est grand temps que pendant que nous parlons, cette affaire, on prend en considération vraiment la position d'État dans cette affaire. Et maintenant, celui qui avait dit qu'il n'y a pas un problème anglophone, je l'avais vu à Bonabéry, en train de distribuer le matelas et le riz, et ainsi de suite. Tu dis ma maison, tu me donnes le matelas que je dois le déposer où? Donc je pense vraiment, tout ce que nous sommes en train de dire, c'est qu'il faudra que si vraiment l'État a le moyen, le matériel et toutes les techniques et tout ce qu'il faut pour mettre fin à cette affaire. Mais si donc alors, je vous le dis que cette même nuit que le chef d'État faisait son discours, tous ces gars étaient en train d'écouter ce discours. Pourquoi? Parce qu'ils attendaient à quelque chose. Mais quand donc alors, lui plutôt, il déclare la guerre.
Moi, je rentre, je me prépare pour la guerre qui a été déclarée. Mais si donc, ils parlent en père de famille et ils mettent la paix, les gars vont rentrer et je pense bien qu'ils vont donc dire que, waouh, il a dit que, attendons, on va voir la suite. Je pense donc que c'est ça, ce que le père de famille devait faire. Oui, docteur Ngoudjou, il pense que le président, une fois de plus, allumé la mèche, ce conflit, en disant qu'on va combattre ceux qui ne déposent pas les armes. Vous savez, Serge Alain, il y a de cela quelques mois, le président Tshisekedi du Congo, quand il a pris le pouvoir et quand il a parcouru les dossiers à la présidence, il s'est dit, tout étonné, que parfois quand on n'est pas au pouvoir, on se dit c'est très facile de diriger. Et très sincèrement, il y a cela à peine quelques semaines, je parlais avec un membre du gouvernement qui a longtemps été dans l'opposition. Il me disait, docteur Dalvaris, c'est très facile de critiquer quand on est en face. Et ça, c'est les réalités. Vous savez, même à la maison. Vous savez, quand on était jeune, papa fait ceci, papa gronde trop, maman babatte beaucoup, tout ça. Mais au fur et à mesure que vous grandissez et que vous avez vos enfants, vous vous rendez compte que mon papa avait plutôt raison. Maman m'aimait beaucoup. Ce n'était pas que le bavardage. Donc, pour dire quoi? Pour dire que, très sincèrement, dans un État, c'est difficile de prendre un certain nombre de décisions à un certain niveau. Premièrement, on ne peut pas le nier. Au Cameroun, il y a un mal-être. Ce que Barista Cho a dit, on peut ne pas aimer, on peut ne pas accepter, mais c'est un fait. Beaucoup de Camerounais ne se sentent plus à l'aise dans l'État central, dans l'État centralisé. On peut faire n'importe quoi, hein. Même dans ce qu'on appelle la décentralisation là. Ça dépend de ce qu'on met à l'intérieur. La plupart des Camerounais aimeraient gérer leur affaire à un certain moment. Pour le bien-être de ça. Il faut bien comprendre. Moi, parfois, je suis très mal à l'aise. Quand vous allez dans un bureau à Yaoundé, c'est pire. Ayons l'humilité de le reconnaître. Parfois, nos francophones ont des difficultés. Dans les ministères, les gens parlent en leur dialecte maternel. Dans la plupart des cas, si vous quittez... Donc c'est seulement les anglophones que ça dérange? Pas que les anglophones. Voilà. C'est pourquoi je dis tout le monde, pas que les anglophones. Voilà. Quand vous quittez des Essous, pour aller signer un document au ministère de l'enseignement supérieur, comme c'est régulier, arrivez là-bas. D'abord, vous êtes épuisé, vous êtes fatigué, il y a un rang extrêmement long, vous posez une question en anglais, la dame devant vous, elle vous dit, elle ne comprend pas. Elle continue à tailler. Ce sont des faits vécus. Ce sont des anecdotes que nous vivons tous les jours dans les ministères. C'est ce moment où vous vous dites, mais les gens qui sont en face sont censés nous servir. Mais si je me déplace à des centaines de kilomètres et que les gens ne sont même pas fichus de comprendre, on n'a pas eu de nous servir. Il faut d'abord comprendre avant de ne pas servir. C'est qu'il y a problème. Les gens aimeraient que, même si c'est en pato, on le voit après au Nigeria, les gens s'expriment, officiellement en pidgin English. Si ça peut les aider à mieux se comprendre. Les gens s'expriment en Aoussa, j'en ai vu, j'étais en Colasse il y a quelques semaines. Parce qu'à un moment, ils se disent que c'est en ce moment, c'est dans cette langue-là qu'on atteint facilement ce nombre d'objectifs. Pour dire quoi? Pour dire que c'est très difficile de diriger parce qu'il y a des décisions extrêmement difficiles qui ont été prises. Est-ce que c'est sérieux? Je prends un exemple. Quand il dit là, est-ce que c'est sérieux dans un pays pauvre? On dit que, et c'est vrai, que les gens sont à la capitale, les gars amassent toutes les richesses. Est-ce que c'est sérieux que dans un pays sérieux? Je prends un exemple simple. Hein. La direction de pêche. On met à la capitale. On n'y a pas un coup d'eau. On pêche ici à Douala. Est-ce que c'est sérieux que dans un pays sérieux où le poumon économique, c'est Douala, on a quand même la direction de douane. On va mettre à la capitale. Mais c'est parce qu'on veut amasser les richesses et les contrôler. Et à un moment, si un homme d'affaires sérieux a les affaires sérieuses avec la douane, il quitte Douala où il y a toutes ces activités pour aller à Yaoundé en parler. Merci. Il y a malaise. Docteur Ngoudjou, on va revenir après le journal pour parler justement des élections dans ce contexte-là. Bonsoir. Le temps d'aller rencontrer Cédric Nouffelé qui va nous donner dans un instant les titres du 20h. Bonsoir Cédric. Au menu ce soir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir vos invités. Nous parlerons de ce triste événement survenu à la frontière Cameroun-Nigeria. D'aucuns parlent d'un attentat survenu sur le pont El Beid qui a fait plusieurs morts. D'autres évoquent une manipulation accidentelle d'une grenade. Néanmoins, le bilan est lourd. De nombreux blessés enregistrés. Ces événements qui sont qualifiés d'actes terroristes ravivent les affres d'une guerre que d'aucuns croyaient terminée sur les terres de l'extrême nord. Nous en parlerons dans le journal de 20h. Et au moment où le Grand Nord, le septentrion,
doivent faire face à cette insécurité transfrontalière et des problèmes de sous-développement. L'une de leurs élites était l'invité de l'émission La Vérité en face sur Equinox Télévision. Vous suivrez dans le journal de 20h le ministre Issa Chiroma Bakari interpellait le chef de l'État sur les attentes du Grand Nord, qui reste fidèle en votant pour le président de la République, mais qui attend encore de lui concernant son développement. Vous l'écouterez dans le journal de 20h. Nous parlerons également de la réaction de la classe politique à quelques semaines de l'ouverture de la campagne électorale. Dans quelles conditions va-t-elle se dérouler dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, 2 régions en guerre? Les propos du chef de l'État qui continue d'alimenter des réactions et des analyses dans les chaumières. Vous suivrez ces réactions dans le journal de 20h. Nous parlerons également d'un enjeu important, celui de la zone de libre-échange continentale. Les pays d'Afrique centrale sont-ils prêts à lever les barrières douanières et pouvoir mettre sur pied des mécanismes face aux coûts importants liés à la réduction des recettes douanières? Comment les Nations Unies aident ces pays africains? Nous en parlerons dans quelques instants. Sajala. Voilà, fin de cette première partie, madame, monsieur Equinox Soir. On se retrouve juste après le journal de Cédric pour Equinox Soir, deuxième partie, le temps du débrief. Nous serons toujours en compagnie de nos 4 invités. Madame, monsieur, c'est la pause journal, le 20h de Cédric. Nous fais-les. Retour sur le plateau Equinox Soir, deuxième partie consacrée au débrief du journal. Madame, monsieur, si vous nous rejoignez à l'instant, nous sommes toujours en compagnie des seniors baristas Achou, Jasper Akoumanga, Dr Dalvaris Ngoudou et Raphaël Ngoudou. Raphaël Ngoudou, le président, toujours dans son discours, a tenu à dire que, il a sifflé, parce qu'il y avait un certain nombre de personnes qui pensaient à un report. Il a dit qu'il y aura élection et que des mesures sécuritaires seraient renforcées. Raphaël Ndougou, vous voulez dire, parce oui. Que Ndougou et Ndougou, c'est 2 personnes bien différentes. Ndougou. Très bien, merci. Je voudrais dire que le président de la République est chef des armées. Donc, quand il dit qu'il va renforcer la sécurité, ce n'est pas une blague. C'est comme cet aveugle qui vous promet qu'il va vous lancer un caillou. Ce n'est pas au moment de vous le promettre qu'il va chercher le caillou. Il l'a déjà en main. Peut-être que tout à l'heure on parlait de la question de sécurité dans le Nozo là-bas. Ce qui est sûr, c'est qu'à des endroits, il y aura l'élection. Je suis sûr que ce ne sera pas sur toutes ces 2 régions. Mais partout où il y aura bureau de vote, la sécurité sera renforcée. Mais maintenant, est-ce que cela pose un problème? Honnêtement, ça pose un problème parce que même les candidats qui sont dans les 2 régions dont on parle, ils ne vont pas, ils sont pas totalement contents parce que certains de leurs électeurs se sont déplacés. Tout à l'heure, on en parlait, parce qu'il faut le dire. C'est même pour ça que je crois que Barry, tout à l'heure, quand il disait, peut-être pour caricaturer, mais il était sérieux, parce qu'il disait qu'il ne faut pas que le président s'y rende. À partir du moment où son représentant, le gouverneur, est attaqué, cela signifie qu'il y a l'insécurité. Et cela signifie aussi que ce n'est pas l'armée camerounaise qui attaque le gouverneur, c'est bien entendu les Alba Boys. Donc je crois qu'ici, là, il y a un véritable problème à résoudre et tout le monde doit participer pour le résoudre. Vous avez suivi le représentant du MSC tout à l'heure qui disait qu'il a d'autres frères et sœurs qui sont venus dans sa maison parce qu'ils fuyant cette crise-là. Et à ce niveau aussi, il faut dire que le Boko Haram autrefois, il a bien fallu que les populations y participent pour calmer cette affaire-là. Donc il faut bien que ceux qui ne sont pas d'accord avec des Camerounais qui sont en forêt, au moins puissent quand même dire qu'ils peuvent se trouver à tel endroit pour que, non pas nécessairement pour les tuer, mais pour qu'on puisse quand même les mettre la main dessus et les ramener dans des centres appropriés parce qu'on a créé des centres. C'est pour cette raison que le chef de l'État n'a cessé de citer les mesures qui ont été prises pour dire, même si on ne vous arrête pas, vous-même vous pouvez trouver un moyen pour vous faire réinsérer dans ces différents centres-là. Donc je crois que l'élection, comme vous l'avez si bien dit, il a déjà donc
enlever ce doute qui est dans la tête des Camerounais, qu'à savoir est-ce que l'élection aura véritablement lieu. Il a déjà dit que l'élection aura lieu et la sécurité sera renforcée dans les zones où il y aura les bureaux de vote et autres. Parce que aujourd'hui, vous le savez que certains ont vite fait de dire qu'ils ne vont pas participer à l'élection. D'autres ont promis de vouloir participer à cette élection et qu'à la dernière minute, ils ont dit qu'ils ne veulent pas participer. Pourtant, ils avaient indiqué que la chaise vide ne paye plus. Bien évidemment, les gens s'interrogent sur non seulement le toilettage du code électoral, non seulement de certaines lois qui ne sont pas bonnes, mais c'est l'occasion pour cette partie politique de chercher des places à l'Assemblée nationale et pouvoir débattre là-bas lorsqu'il va falloir poser sur la table la proposition de loi des députés ou le projet de loi qui viendra du gouvernement. Donc vous comprenez ici que le fait par certains partis politiques de ne pas participer n'aide pas véritablement l'opposition camerounaise. Parce que je crois qu'il n'y a que dans le Haut-Parlement, d'abord, qu'il faille que le débat se passe normalement pour que ces choses changent dans notre pays. Et les choses vont changer de cette manière-là, que si, avec la décentralisation qui est en train d'arriver, même si c'est à part de tortue, parce que personne ne peut être d'accord. Tout à l'heure, Baïs parlait de la centralisation de l'État au niveau de Yaoundé. Ça ne laisse personne indifférent. Je vous avais cité ici un jeune médecin qui a été ici à Douala et qui était appelé mano militari pour aller compléter son dossier à Yaoundé et que prenant la moto entre la ville et Yassa, il s'est fait tuer par un car. Et il était donc celui-là qu'on peut appeler comment je vais dire, quelqu'un qui devait être Jésus-Christ de cette famille. Malheureusement, il est décédé comme ça parce qu'il fallait aller à Yaoundé pour aller compléter son dossier. Or, cela pouvait se faire soit avec le délégué régional ici, ainsi de suite. Donc, la décentralisation qui arrive là, il faut bien que tous les partis politiques soient représentés dans les mairies pour que justement, qu'il y ait un bon contrôle, pour que justement, qu'il y ait le développement, si vous voulez, la bonne gestion de nos richesses au niveau local. Voilà, vous avez embrassé beaucoup de choses. Nous restons sur l'aspect sécuritaire. Est-ce que, j'espère, est-ce que la sortie du président, je sais que vous n'êtes pas, vous dites que vous ne participez pas, le MRC, est-ce que ça rassure quand même ceux qui veulent aller à ce double scrutin? Okay. Que ce sera renforcé. I think one, I'm not sure the date for that given election will be respected. Reason being, if we look well the date, I'll just find out why is it that in in February we have a lot of days, a lot of dates, and the only date that was chosen was on the 9th of February, knowing very well that the 10th and 11th February, that is the youth day, will be public holidays. So one thing I just want to find out with the political parties that are so impressed, rushing to go take powers, is have they seated and look, try seeing the reason why this date, given in fact that the 2 other days will be public holidays, where will be the ballot box? Question mark. I think that's what they will start working on to see. And for me, if I say that date may not be respected, because one of the reasons, if we look well, and saying that the election will be very, very successfully, I don't think it will be, because looking at the electoral code, of which we have been crying from day one up to date, and of which the electoral code is still there, and nothing have been said, and following the speech of the head of state, we were expecting. J'espère. On ne sommes pas encore au niveau du boycott, je vous en prie. Yeah. Restons sur la sortie, les garanties présentées par le président de la République par rapport à la sécurité. C'est ça le premier point. Yeah. Il dit, si c'est nécessaire, ce sera renforcé. Est-ce que ce discours-là peut amener les populations à aller voter, les populations en âge de voter, bien évidemment, de sortir le 9 dans ces régions? So now, thank you. So when we talk of security, voilà, we go back to Northwest and Southwest. Oui. I think actually in Northwest and Southwest, there's no guarantee in reality. Est-ce que déjà la campagne même, that there will be elections there?
because the guys who are doing groundworks, they are not ready for any election. One, there's no campaign, no electoral, office. Elecam there is not even functionable. I don't know if they will go and vote in Bafoussam to come give results there. And whenever there is a dispute like this, I believe the national party that had to be, that we all know is CPDM, is very, very happy with what is going on there because there is no security. Reasons being, there is a law that states that wherever a military is being posted that day, that's where those militaries will vote. And bear with me, knowing very well that just the day the head of state was giving his speech, they sent about 800 militaries there. Before that day of election, they will send even 2,000 or 5,000 militaries there. Reason being that they should go there and vote for the party that is there in order to like give all the seats to CPDM. Because actually you can't sit on top of a stick and cutting that stick. So if you guarantee me that actually there will be security, I would like to find out in between the Amber guys, I mean the fighters and the militaries with all those bullets that are passing here and there, and then we expect the population to go and vote. Actually, most of those population, and as I'm talking of, are even out of that region. So one, who are the people to vote and where are they going to vote? So you see the reasons why I said at the end of the day, the military will vote in the name of those people. And I will really find out to see a mayor that was voted, that was like elected by the military. He knows very well that his people did not elect him for the position he's occupying. Will he really work happily knowing very well that his people are not the one who voted him there? So in reality, if we look it well, there is no assurance that there is security in the northwest and southwest, which means if we insist that the election will take place, then definitely they are struggling to make us understand that the elections will take place in the 8 regions minus 2, of which indirectly they are accepting that Cameroon is not one and indivisible. So for me, I believe if actually there should be an election in this country, then we need to sit and look about the Anglophone crisis, sort it and look for a solution, and then we go in for a good and fair election whereby everybody will feel as a citizen to go and perform his right. But in reality, looking at the groundwork, like some of us who are not even free to go in and come out the way we used to do. And then how will you go in if you are like to deposit your candidature? So most of these things, if you look, the gospel truth is the militaries are going to do election in that zone, given in fact that they are the one lurching around in the name of security. So if we think the militaries will vote and then confirming to us that there is security because militaries will vote for the ruling party, then for me, I don't think that is the election we are talking of, because all the English speakers, all the southern Cameroonians are actually looking for refugees now in the different regions, and they are not in their regions of origin. So in reality, if you look well, there won't be no guarantee that elections will be fair there. Okay. But then if I want to like go again, please, I know at the end of the day, the ruling party is supposed to take those voices there and share with their cousin, that is SDF, because despite the fact vous faites they say they don't want to go in, vous accusez, non, vous faites des accusations, j'espère, c'est pas bien ces accusations. Okay. Docteur Ngoudjou, est-ce que le discours du chef de l'État est rassurant pour ces 2 régions, véritablement, sincèrement, dites-nous. Premièrement, au regard de ce qui se passe sur le terrain. Premièrement, c'est Jalin, vous savez, le chef de l'État est le chef suprême des armées. Oui. Et quand vous êtes le chef suprême des armées, la première motivation pour votre troupe, c'est le moral des troupes. Oui. Oui. C'est pourquoi il a fait un coucou aux militaires. Et dans cela, c'est dans des paroles, de les rassurer. Là, sur la forme, il a fait ce qu'il a fait. Mais maintenant, par rapport à l'événement qui est à venir, c'est-à-dire les élections législatives et municipales, il faut comprendre que dans tout pays, quand il y a un événement où il y aura mobilisation de la grande masse, on accroît
les mesures de sécurité. Oui. C'est ce que nous avons remarqué tout récemment pour les fêtes de fin d'année, que ce soit Noël, que ce soit Nouvel An, on accroît les mesures de sécurité. Pourquoi? Puisque que l'événement soit heureux ou malheureux, des gens qui participent à l'événement, chacun a son objectif. Oui. Même quand il y a un deuil dans un quartier, il y en a qui viennent pour manger, il y en a qui viennent pour piquer les porte-monnaies, il y en a qui viennent pour chercher les femmes, il y en a qui viennent vraiment pour le deuil. Pour dire quoi? Que quand il y a un événement comme les élections, beaucoup iront voter, mais beaucoup ne sont pas là pour voter. Beaucoup sont là. Les gens peuvent même profiter de cela pour faire un certain nombre d'actes qui ne vont pas pacifier la nation. Mais maintenant, vous savez, en matière de droit, il y a ce qu'on appelle l'obligation de moyens et l'obligation des résultats. Est-ce que les moyens implémentés ou alors déployés par le chef de l'État ou par le gouvernement vont-ils permettre qu'il puisse avoir des élections sur l'ensemble du territoire national de manière sereine? J'en doute. Pourquoi est-ce que j'en doute? Même avant la campagne, même avant les élections, l'on a vu au nord-ouest, au sud-ouest, même des membres du RDPC fait des communiqués pour dire que mon nom que je vois sur une liste là, ce n'est pas moi, je ne suis pas candidat. Des membres du SDF disent que mon nom là, on ne m'a même pas demandé pour mettre mon nom. C'est une première au Cameroun. Ah oui. Puisque dans d'autres régions, les gars se bagarrent. Les gars se tuent pour avoir le nom. Mais là-bas, on met ton nom et dit que je ne veux pas. Oui, donc les gens refusent si vous pensez d'être candidat. Exact. Si quelqu'un qui veut un poste refuse le poste, parce qu'il estime que c'est un risque, puisqu'on risque de brûler sa maison, vous pensez que la population qui va aller voter pour lui là, est-ce qu'elle peut être encouragée? Quand elle voit un communiqué de ce genre, c'est parce qu'elle se sent en insécurité. Mais maintenant, rentrons même dans d'autres zones. Est-ce qu'il y a les variables motivantes? Quand on rentre dans les zones, que ce soit à Douala, que ce soit à Yaoundé, c'est maintenant avec le relan du MRC qu'on se rend compte que les gens s'intéressent à la politique. Pendant un certain temps, les gens ne s'intéressaient plus à la politique. Quand vous votez et que vous vous rendez compte qu'il n'y a pas un impact réel sur votre vie, vous vous rendez compte que l'élu il ne revient vous voir que 5 ans plus tard, quand il faudra encore voter. Dans la plupart des cas, s'il y a même sécurisation, c'est pourquoi dans beaucoup de cas, pour beaucoup de Camerounais, quand on dit qu'il y aura les élections, pour eux c'est un jour férié et chômé. Puis ils vont rester à la maison, regarder cela à la télévision. Pour dire quoi? Pour dire qu'en fait, le chef de l'État a fait son devoir de dire qu'il va déployer des moyens humains, matériels, financiers, pour que ceux qui veulent voter aillent dans les conditions idoines. Mais je crois que dans les régions du nord et du sud, ça va être extrêmement difficile vu le contexte. C'est votre avis, Signor Barista, sera compliqué au nord-ouest et au sud-ouest, malgré ce grand dispositif qui a annoncé? Thank you, Serge. Thank you, Serge. When I listened to the president's speech, I said to myself, wow, this is really ambitious. And the first question that came to my mind was whether... Vous entendez un autre discours, comme il a dit, c'est le chef, il doit booster le moral quand même. The first thing that came to my mind, I said, this is really ambitious. And the question came to my mind, what is he counting on? We have seen his armies at war for 3 years counting, and we are not seeing any result. And I remember that an American minister, I think it should be Thibault Nagy. Vous dites que vous ne voyez aucun résultat. Le résultat pour vous aurait été quoi? Just excuse me. I remember that Thibault Nagy once said, Cameroon cannot win this war militarily. If you remember very well, the day after this speech, fighting erupted in mile 14, mile 17. The DO's house in Muyuka was burnt down, and I think even the division office. C'était la conséquence du discours? Of course. I ask myself, who advises this man? Who gives him information? Because the apparent calm of the Amber Boys must have misled the government to think that they are finished. And when you listen to the interview of Kadinatumi, who said, oh, it is only bandits who are left, you have the impression that there is no more Amber, which is a fat lie. Mais vous parlez du cardinal Toumi comme ça? Well, I am saying after Cardinal Tumi's speech, we are seeing fighting going on. We are seeing soldiers dying. We see, I mean, what was he talking about? What was he talking about? Was he talking about the same Cameroon we are living today? Si le président pense donc qu'il peut, entre aujourd'hui et le 9 février, faire le miracle. Comme a demandé le SDF. Faire le miracle de réussir ce que son discours annonçait là. Parce que faire comme il dit là, que toute l'étendue du territoire sera
Mais vous dites, pacifié. Signor Barista, dites-moi, vous dites faire le miracle. On voit certains ex-combattants qui déposent les armes et sont assassinés le lendemain. Qu'est-ce qu'on veut? S'il vous plaît, ça veut tout simplement dire que le gouvernement n'a pas de bons renseignements sur les Amba Boys. Parce que quand vous prenez le risque de prendre quelqu'un de la brousse pour dire que voici un de ces gars qui a déposé, et on le tue, ça veut dire qu'ils ont la capacité d'atteindre quiconque quand ils veulent. Mon frère ici a parlé tout à l'heure de Ghost Towns. Mais ça, c'est un phénomène terrible. Vous dites que vous êtes capable de contrôler tout, mais voilà les villes mortes qui continuent. Le gouvernement n'y peut rien. Laissons les villes mortes. Les Amba Boys ont annoncé 5 jours de lockdown pendant les élections. Et nous avons déjà vu 2 lockdowns. C'est-à-dire une période où rien ne marche. On ne veut voir personne dehors, rien ne marche. Et le gouvernement n'a pu rien faire, l'armée n'a pu rien faire pendant ces périodes. Alors, quelle est la réponse? On a dit jamais 203. Ils ont déjà eu 2 lockdowns. Voilà la 3e qu'ils ont annoncé. Ça veut dire que c'est le dernier alors? Ah mais c'est ça, c'est la 3e qu'ils ont annoncé. Alors, on n'a pu rien faire pour les 2 premiers. Quelle est la disposition spéciale que M. le Président a prévue pour que les Amba ne fassent pas de lockdown? Ok. Et si les Amba font donc leur lockdown, il y aura élection. Et ce qui est même plus inquiétant, j'ai vu quelque part, les Amba ont dit, attendez-nous, on arrive. Qui ne vont plus attendre que ce lobby qui vient vers eux, ils vont aller vers le lobby. Et ils vont même aller du côté francophone. Suivez-moi bien. Ils ont dit ça où? Dans les réseaux sociaux. Il y a des messages qu'ils envoient que cette fois-ci, ils vont aller même du côté francophone. Alors, s'ils mettent ça à exécution, vous croyez que toutes les régions vont voter? Ah non, il faut qu'on soit vraiment réaliste. Vous êtes pour le boycott, vous, Signor Barista? Chaque citoyen a le droit d'exercer ses droits civiques. Si moi je ne veux pas voter, je ne peux pas dire à quelqu'un d'autre de ne pas voter. Okay. Non. Chacun est libre d'exercer ses droits civiques. Ceux qui veulent voter, allez-y, c'est votre droit. Mais moi je ne peux pas dire à quelqu'un ne vote pas. Non. Okay. Si Achou décide de ne pas voter, c'est Achou. Même les militants de mon parti, je ne vais pas dire à quelqu'un que non, ne vote pas. Exercez votre choix, c'est votre liberté, c'est votre droit. Voilà, j'espère le 25 novembre, le professeur Maurice Kamto déclarait comme ça que le MRC n'irait pas à cette élection. Le président Biya, depuis, c'est le boycott, le mot d'ordre chez vous. Le président Biya dit, j'exhorte donc tous les Camerounais inscrits sur la liste électorale à aller voter. Le président, il boycotte, il demande de boycotter le boycott. Yeah, I think we at MRC, we have boycott 100% and we are not going, CRM. Oui. So we have boycotted and we are not going in, 100%. Oui. And you know, one of the reasons if we would like to enlighten the population, because a lot of persons, the issue is just boycott, boycott, boycott. But they really want to know why. One, we don't want to pass on the blood of our brothers of the southern Cameroonians to go and take powers. That's one. Two, with the electoral code that we know before going in for football match, you know already the winner. Because before you go in, you already know that you are just going to do and you play, and then at the end of the day, the winner is already there. Bear with me that the results are already out now that we are talking. Just like in 2018, the results of the presidential elections were already out, and it was the same results that we had at the end. Meaning, they did it in such a way that if all those other political parties unite, they will have less than 30% to beat that almighty who is there. Vous y êtes quand même allé en 2018. Actually, we were there, and that is where a lot of people see what the elected president Maurice Kamto can do. I guess we all know that's the elected president. Anyhow, coming back to us, if we are not going in, one, we have not asked any other party not to go in. But all MSC militants are not going in for the election, and we will not take part. Because one, I want to find out if actually there is a reason for elections now. You cannot have headache and you go start taking
treatment for running stomach, thinking that you will treat headache. At this moment in time in Cameroon, it is not the moment that we need that election. We need to bring back peace and reconciliation in those regions to come and let us be one, and then we go in for a fair election. That is why when I was talking, I said, I doubt if there will be election on the 9th. I'm not saying it's sure fact or that there won't be any election, but I said I doubt if there will be election because we have a lot of groundwork to do. Okay. Starting by the date, coming back and looking at the groundwork, just like we earlier, the barrister said, they make people to have that impression that all is well. Meanwhile, in reality, all is not well. So for we, at the level of MLC, one, at the national dialogue, we said we were not going in because it was a drama. Two, today we are not going in for election. Donc, ce n'est pas parce que vos principaux leaders étaient en prison? Actually, our president was in prison, but we could, at the absence of the president, I think the party was still moving. You see what Mota could do, and after Mota, we had the second vice. So meaning, we could still go in, but we refused going in even if he was out. Today he is out and we refuse. One thing I would like to find out here, everybody in this country knows that this is the season and this is the moment of CRM. Okay. Even you sitting there. Now, CPDM have said, okay, they know very well that this is our moment. The food is on the table, they said take and eat. We say we don't want to eat. Take your food and eat. For them to eat the food is still a problem. Oui, justement. Permettez donc de poser à Raphaël Ndougou cette question. Le boycott, selon ce qui se dégage dans l'opinion, le boycott du MRC, l'absence du MRC au ce double scrutin dérange. Parce que lorsque le président fait référence, il exhorte les Camerounais inscrits sur les listes à aller voter. C'est vous qui voyez l'absence du MRC dérange. Le représentant du MRC a dit que ce sont les militants qui n'iront pas voter. Oui. Je suis d'ailleurs sûr que beaucoup iront voter parce que le contre-pied même de leur président a fait mal, même aux certains militants et ses alliés. Nous avons fait des émissions ici où certains Camerounais étaient déjà engagés ils ont même déjà commencé à faire des dossiers pour être qui conseiller municipal, qui député. Donc quand le président Maurice Kamto vient dire que l'OMC ne va pas aux élections, ça a dérangé beaucoup. Non, là c'est faux, c'est faux. Je ne peux pas accepter ça au plateau parce que moi-même qui parle, j'étais candidat et je suis très fier qu'on ne parle pas. Bon, ok, vous pouvez donner vos alliés alors, parce que ça se dit également dans les médias, les alliés sont tout à fait amers par rapport à cette prise de position. Ce n'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse ici, c'est quoi? C'est que le premier discours avait été dit. La politique de la chaise vide n'est plus d'actualité. Je vais prendre ça comme ça. Donc, nous irons aux élections. Puisqu'ils parlent du code, code électoral, c'est avec le même code qu'ils sont allés à l'élection présidentielle 2018. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour toiletter, pour corriger tout ce que vous voulez dans ce code-là, il faut bien que le MSF, il fallait peut-être que le MSC soit donc à l'Assemblée avec les autres partis, qu'ensemble le code électoral soit toiletté. Maintenant, vous dites que ça dérange. Ça me rappelle un peu les années 90, en tout début, je crois qu'en 92, quand le SDF n'est pas allé aux élections. Les élections ont bel et bien eu lieu, mais aujourd'hui, s'il fallait recommencer, je suis sûr que le SDF ne va pas refuser d'aller. S'il fallait recommencer en 92 aujourd'hui, le SDF devait passer à cette élection-là. Parce qu'en vérité, avec l'engouement de ces dépôts-là, tout ce que le SDF a fait de mal, c'est de ne pas participer à l'élection municipale. Donc aujourd'hui, la politique de la chaise vide dont on parle, là voilà maintenant. Et d'ailleurs, dans mon nom et son natal, nous on n'a pas l'ABC là-bas. Moi, nous autres, ça nous gêne. Ça nous gêne parce que nous voulons. Voilà, c'est ce que je posais comme question tout à l'heure. Ouais. Ça nous gêne de voir que dans un département, il n'y a pas un autre parti politique que le RDPC. Nous voulons l'adversaire. Et comment donc comprendre qu'un parti qui aspire à gouverner, malheureusement, ne peut pas présenter des candidats sur le territoire national? Ça veut dire qu'il y a un problème. Qu'est-ce qu'on vient donc brandir? On parle de Nozo comme étant la raison pour laquelle on ne va pas aux élections. Pourtant, le même Nozo n'a pas changé depuis 2016.
et on a les élections. C'est que vous êtes en train de confirmer que les autres partis sont les branches de RDPC. Merci. Voilà, bonsoir. Le temps d'aller à la rencontre de Sylvestre Hippolyte Zangao qui, dans un instant, va présenter 100% foot. Bonsoir Sylvestre. Bonsoir Serge Alain, je vous le confirme, je suis bel et bien candidat à 100% foot ce soir. Voilà, 100% football. Le menu alors, la profession de foi pour la campagne. Le menu de 100% foot ce soir, si vous voulez, ma profession de foi, c'est ça que les questions. Ben, le menu de 100% foot ce soir, nous parlerons des CAF Awards. Notre compatriote Choudjoya Adjara, la Lyon indomptable, est au Caire en Égypte depuis dimanche soir, dans l'espoir de remporter demain mardi le Ballon d'Or africain féminin. Elle est bien partie dans cette course avec la Nigériane Oshola Salamina et la Sud-Africaine Tembik Lana. Mais Choudjoya Adjara, selon les votes qui se poursuivent et qui seront fermés à minuit ce lundi, est bien parti pour remporter donc ce ballon d'or. On n'oublie pas également que dans cette course, il y a le sélectionneur de l'équipe nationale de football féminin du Cameroun qui est également nommé pour être désigné meilleur entraîneur d'une sélection féminine sur le continent africain, et les Lions indomptables, elles aussi dans la course pour le titre de meilleure sélection féminine sur le continent africain en 2019. On parlera aussi de nos championnats professionnels dont la reprise a été effective le week-end dernier. L'Union sportive de Douala, avant-dernier au classement, n'a pas pu aller battre le dernier AS Fortuna. Les deux équipes ont fait jeu égal, 0 but partout, alors que les Lions A' de Yves Clément Aroga Tentio sont dans la ville de Douala pour le 3e stage préparatoire au CHAN qui va se disputer du 4 au 25 avril prochain, ici même au Cameroun. Et à ce moment, on parle aussi de cette grève annoncée des clubs de championnat professionnels. Les présidents de ces clubs sont réunis vendredi et ils ont annoncé la suspension de la participation de leurs équipes à ces championnats si la subvention qui leur est reversée depuis les saisons n'est pas effective avant la fin de cette phase. Allez, voilà, Serge Alain, le menu de cette édition de 100% foot. Sylvestre Hippolyte Zangao, vous parlez du CHAN et il y a, je crois, 2 semaines, on parlait de Tara. Comment il va, Tara? Ben, Tara a été soumise, si vous voulez, soumise, puisque c'est la mascotte à l'appréciation de la Confédération africaine de football qui décidera. Narcisse Molekombi s'est d'ailleurs exprimé sur le sujet à la veille des fêtes de fin d'année, alors qu'il y avait cette controverse, la polémique autour de cette mascotte dont certains estiment qu'elle était plutôt une représentation hideuse de ce que le Cameroun s'apprête à offrir au continent africain. Voilà, Sylvestre Hippolyte, tout à l'heure, 100% football, ce sera après Equinoxoir. Docteur Goudjou, président qui demande de boycotter le boycott, rapidement. Très rapidement, je vais dire, vous savez, Serge Alain, une des choses les plus hideuses que l'homme a inventées, c'est la guerre. Mais même dans la guerre, il y a des règles. Enfin, des prisonniers de guerre, vous devez nous les prisonniers de guerre, on ne tire pas sur les hommes. Ah, mais par exemple, mais je parlais avec quelqu'un hier, un responsable de parti politique au Cameroun, il me dit, la politique au Cameroun, c'est la seule guerre où tous les coups sont permis, sauf celui de se faire prendre. Ça veut dire, vous pouvez tout faire si vous faites la politique au Cameroun, mais veillez seulement à ne pas être pris. Ouais. Pour dire quoi? Pour dire que nous sommes dans un système, et c'est même les principes de la guerre, de Guangzhou, de Sun Tzu, le chinois, le stratège militaire chinois. Dans l'art de la guerre, donc ne vous attendez pas à ce que le MRC vous dise ce qu'il veut faire. Vraiment, c'est une erreur monumentale. Dans l'art de la guerre, quand l'ennemi va à gauche, il donne l'impression qu'il va à droite. Quand il va aller au centre, il donne l'impression qu'il ira en arrière. Pour dire quoi? Le MRC était libre de dire qu'il va aller aux élections. Peut-être pour éviter qu'il y ait un certain nombre d'événements et un certain nombre de préparatifs. Et peut-être qu'ils ont atteint l'objectif. Mais ce que je pense dans un état sérieux, surtout pour un pays comme le Cameroun, au Cameroun, il y a beaucoup de lois qui sont pour. Il n'y a pas de lois qui obligent une personne, par exemple, à aller voter. Et comme Achou a dit, une personne est libre d'aller voter. Qu'elle soit du MRC ou qu'elle ne soit pas du MRC. Ce qui est sûr, que nous allons aux élections ou pas, nous allons avoir un impact sur nous. Après février prochain, il y aura les maires élus des grandes villes et nous allons être soumis à leur diktat. Okay. Donc, si les gens veulent aller aux élections, c'est bien. Si les gens ne veulent pas aller, ils en assureront. Ok. Signor Barista, oui, on l'a fait pour sortir. Oui, je voudrais juste attirer l'attention du docteur que il risque fort bien de ne pas voir les maires élus, les maires des grandes villes élus après février. Oui, l'entrée en vigueur de ce code, c'est pour 2023. Donc, c'est vrai. Voilà. Et je pense qu'il y a quelque chose que nous devons signaler. C'est que le boycott du MSC va impacter sur la vie politique de ce pays.
vous voyez, la raison qu'ils ont donnée, la fin de la guerre au Nuzu, semble trouver l'assentiment des organismes internationaux et des Nations Unies. Et je pense que vraiment ça va impacter sur la crédibilité des élections. Ça va impacter. Donc il ne faut pas qu'on pense que c'est seulement une affaire MSC. Non, ça va impacter sur la crédibilité de ces élections et même sur la volonté du cas. Parce que les Nations Unies ont demandé au Cameroun de nettoyer le paysage politique pour qu'il y ait des élections libres et transparentes. Et comme le MSC dit, nous on ne peut pas aller à cause de ce code électoral et de la guerre au Nuzu. Je pense que vraiment le gouvernement va prendre un coup de ce boycott. Mais je me rappelle, hein, ce jour-là, sur ce plateau, le jour que le professeur Maurice Kamto annonçait cette décision, vous avez dit que le MRC était mort politiquement. Exact. Oui, la conséquence de la non-participation du MRC, c'est une mort politique. Oui. Parce que le MRC sera absent de la chose politique jusqu'en 2025. Oui. Voilà. Mais je dis, la conséquence de ce boycott, sur le plan international, c'est que les gens qui sont dehors là, les écoutent et acceptent leur plaidoyer. Merci Jasper Akumanga, merci Dr Goudjou, merci Raphaël Ndougou. Signor Barrister, you're welcome. Thank you, Serge. Voilà, madame, monsieur, nous sommes donc arrivés au terme de cette première édition de la semaine. Bonsoir, Ngomezap.